Force était la seule monnaie qui importait dans les territoires du Nord. En l'an 1050, dans les salles de pierre gelée du donjon Griffe de Fer, faiblesse n'était pas juste méprisée. C'était une sentence de mort signée dans sang et exécutée sans merci. Roi Alpha Stellan XX régnait avec une philosophie aussi brutale que les vents d'hiver qui battaient les palissades. Les forts dévoraient, les faibles étaient dévorés, et il n'y avait pas de juste milieu digne d'être reconnu. Stellan lui-même était un monument à ce credo. Sous forme humaine, il mesurait près de 2,13 mètres. Son corps une toile cicatrisée de victoires de champs de bataille. Sous forme de loup, il devenait quelque chose de cauchemardesque, une bête noire massive dont le hurlement pouvait geler proie en plein vol. Il avait tué son chemin au trône, et il le maintenait par une hiérarchie si rigide que la remettre en question était considéré un plus grand crime que meurtre. Au bas de cette échelle impitoyable, il y avait toujours un oméga, quelqu'un à blâmer, à battre, pour rappeler à la meute ce qui arrivait quand vous montriez douceur. Cet hiver, cet oméga était Greer Galloway. Mais cette histoire ne commence pas avec elle. Elle commence avec une naissance qui aurait dû être une célébration. La compagne de Stellan est entrée en travail pendant le pire blizzard en une décennie. La meute s'est rassemblée dans la grande salle, feu rugissant, guerriers ivres de miel fermenté et de leur propre sentiment d'invincibilité. Quand les 4 premiers louveteaux ont émergé, grands, sombres, hurlant de fureur robuste, la salle a éclaté en approbation. Fils et filles dignes du nom Griffe de Fer. Puis vint le 5e. Il était minuscule, à peine la moitié de la taille de ses frères et ses sœurs. Pire, il était d'un blanc pur, une aberration fantomatique dans une lignée d'ombre. Mais la meute aurait pu ignorer même cela, couleur étant cosmétique. Ce qu'ils ne pouvaient pas ignorer s'est révélé 3 jours plus tard. Le louveteau a ouvert ses yeux pour la première fois. Au lieu de l'or prédateur et aigu d'un loup en bonne santé, ses yeux étaient voilés, laiteux et opaques. Le film était si épais qu'il ressemblait à des cataractes sur un ancien aveugle. Le mot s'est propagé dans le donjon comme une peste. Au moment où Stellan a fait irruption dans la chambre de naissance pour voir par lui-même, toute la meute savait. Ils attendaient, souffle retenu lu, le jugement du roi Alpha. Stellan a soulevé le minuscule louveteau blanc par la peau du cou, le tenant haut, au-dessus du sol de la grande salle. Le louveteau n'a même pas gémi. Il est juste resté là, silencieux et immobile, ses yeux voilés ne voyant rien. Un défaut. La voix de Stellan a retenti dans la salle, chaque mot aigu comme une lame. Sa compagne, encore faible de l'accouchement, a tendu la main. « Stellan, s'il te plaît. » Silence. Il ne l'a même pas regardé. La lignée Griffe de Fer ne tolère aucune faiblesse. Cette chose n'est pas un loup. C'est un fardeau attendant de drainer des ressources que nous ne pouvons pas épargner. Greer, recroquevillée près du foyer où elle avait entretenu les feux, et sentit la glace cristalliser dans son estomac. Elle savait ce qui allait arriver. La loi de la meute était ancienne et en temps de pénurie, elle était absolue. Stellan s'est tourné vers son bêta, une brute cicatrisée nommée Varak, et lui a jeté le louveteau comme un déchet. Amène-le à la grotte de l'homme morte, est-ce le gel faire ce que l'utérus n'a pas réussi à accomplir? S'il vit jusqu'à l'aube, les dieux eux-mêmes devront le nourrir, la grotte de l'homme mort. Chaque loup de la meute connaissait l'endroit. Elle se trouvait haut sur la crête nord, un tunnel de vent où les températures plongeaient si bas que le souffle cristallisait avant de quitter vos poumons. Laisser un louveteau nouveau-né là n'était pas un test de survie. C'était une exécution publique déguisée en sélection naturelle. Des rires ont ondulé dans la salle. Des rires serviles et laids de guerriers désireux de refléter la cruauté de leur alpha. Varak a souri, ses dents tachées de vin, et a fourré le louveteau dans une sacoche en cuir. Des objections? Les yeux de Stellan ont balayé la pièce, défiant la dissidence. Personne n'a parlé, sauf le martèlement du cœur de Greer, un son si fort qu'elle était certaine que toute la meute pouvait l'entendre.
Ses ongles ont coupé des croissants dans ses paumes alors qu'elle regardait Varrack marcher vers la porte, la sacoche se balançant négligemment à son côté. Le louveteau à l'intérieur n'a fait aucun bruit. Stellan a levé sa coupe. Au fort, puissions-nous ne jamais faillir dans notre but. La meute a rugi son approbation, couvrant le gémissement du vent dehors, le même vent qui allait arracher la vie à une créature impuissante avant que le soleil ne se lève. Greer a fixé le sol, sa mâchoire serrée si fort que ses dents lui faisaient mal. Elle avait échoué avant, des années auparavant, quand la miséricorde lui avait tout coûté. Mais pas cette fois. Pas encore. Si vous vous êtes déjà senti rejeté, ignoré ou puni pour avoir montré de l'attention quand le monde demandait la cruauté, cette histoire est pour vous. Abonnez-vous car ce qui se passe ensuite vous rappellera que ceux qu'ils appellent faibles sont souvent les seuls assez courageux pour faire ce qui est juste. Et si cela vous a déjà fait ressentir quelque chose, attendez juste. Cela devient tellement plus lourd avant de s'améliorer. Greer Galloway n'avait pas toujours été le souffre-douleur de la meute. 3 hivers auparavant, elle avait été tout autre chose, une chasseuse. Rapide, silencieuse, mortelle avec un arc. Elle pouvait suivre un élan dans la neige fraîche et le faire tomber d'une seule flèche dans l'œil à 50 pas. Les autres chasseurs la respectaient, certains la craignaient même un peu, puis elle a fait l'erreur d'être miséricordieuse. C'était la fin de l'automne, la saison où les frontières territoriales signifiaient tout. Une louve solitaire, une femelle, émaciée et désespérée, avait traversé le territoire griffe de fer. Elle ne chassait pas, elle n'observait pas. Elle passait simplement, un louveteau à peine sevré, accroché à son dos. Les ordres de Stellan avaient été explicites. Tuer tous les intrus. Aucune exception. Greer avait suivi la louve solitaire jusqu'à un lit de rivière asséché. Elle avait son arc tendu, flèche encochée, le cœur de la louve parfaitement aligné dans sa mire. Un seul tir, net, facile. Mais alors le louveteau l'avait regardé. Ses yeux étaient grands, ambrés et terrifiés. Greer a abaissé son arc. Elle les laissé partir. Stellan l'a découvert en quelques heures. Quelqu'un voyait toujours, quelqu'un disait toujours. Le roi Alpha a traîné Greer dans la grande salle par les cheveux, l'a jeté sur le sol de pierre devant toute la meute, mais lui a donné un choix. Tuer la louve solitaire et son louveteau elle-même, ou être dépouillé de son rang et fait Oméga. Greer l'avait regardé dans les yeux et avait refusé. Stellan avait souri. Puis il s'était transformé en sa monstrueuse forme de loup noir, avait traqué la louve solitaire lui-même et lui avait déchiré la gorge pendant que le louveteau regardait. Il avait ramené le louveteau vivant et avait fait regarder Greer pendant qu'il lui cassait le cou avec ses mâchoires. « Miséricorde », avait dit Stellan, reprenant forme humaine, le sang dégoulinant encore de sa bouche, « est une maladie, et je viens de vous en guérir. » À partir de ce jour, Greer est devenue l'Oméga. Elle frottait les sols, elle transportait les déchets. Elle ne mangeait que ce que la meute laissait derrière. Cartilage, moelle osseuse, pain moisi. Elle dormait dans les quartiers froids des serviteurs sur une paillasse de paille qui sentait la pourriture. Les guerriers lui crachaient dessus. Les enfants se moquaient d'elle. Stellan prenait un plaisir particulier à lui assigner les tâches les plus dégradantes devant tout le monde, toujours avec le même sourire. Il voulait qu'elle craque, qu'elle implore pardon, qu'elle admette que la miséricorde était faiblesse. Elle ne l'a jamais fait. Mais la honte de son échec la hantait. Chaque nuit, elle voyait les yeux ambrés de ce louveteau. Elle entendait le craquement de son cou fragile. Elle avait essayé de les sauver, et son hésitation les avait tués tous les deux. Maintenant, alors que la grande salle se vidait et que la meute s'endormait gloutonnement, Greer était allongé sur sa mince paillasse de paille, fixant le plafond. L'image du minuscule louveteau blanc dans la sacoche de Varrack brûlait derrière ses paupières. Un autre innocent, une autre vie jugée jetable, et cette fois on ne lui donnait pas le choix. Elle avait été silencieuse. Elle avait obéi. Elle avait appris sa leçon, n'est-ce pas? Non. La leçon que Stellan avait essayé de lui enseigner, que la miséricorde était faiblesse,
était un mensonge, et elle le savait dans la moelle de ses os. La vraie faiblesse était chez des hommes comme Stellan, qui pouvaient regarder une créature impuissante et ne ressentir que du mépris. Greer s'est assise. Ses mains tremblaient, mais pas de peur, de résolution. Elle s'est déplacée silencieusement dans les quartiers des serviteurs, s'enveloppant dans son manteau de laine râpée. Elle a volé un silex et un acier de la cuisine. Elle a pris la petite bourse de viande séchée qui était censée lui durer 3 jours de plus. C'était tout ce qu'elle avait. Cela devrait suffire. Le donjon était silencieux à l'exception des ronflements des guerriers suralimentés et du hurlement du vent dehors. Greer s'est glissé par une porte latérale et dans la nuit. Le froid l'a frappé comme un poing. Les chambres de guérison de la forteresse d'obsidienne ne ressemblaient en rien aux chenilles de pierre froide de Ironwood. Loi s'est réveillé dans un lit empilé de fourrures, d'ours blancs doux, de loups noirs luxueux, de renards roux moelleux. Un feu rugissait dans le foyer. Sa cheville cassée avait été correctement immobilisée, enveloppée de lin propre et liée avec des supports en bois sculptés. Ses blessures avaient été nettoyées et pansées, avec des baumes qui sentaient la menthe et le pin. À côté d'elle, dans un plus petit nid de couverture, Bram dormait. Sa jambe était maintenant dans un plâtre approprié, posé par les guérisseurs de la forteresse. Sa respiration était profonde et régulière, paisible. Credence était assis sur une chaise près du feu, la regardant. Il n'avait pas changé de vêtements, portait toujours les fourrures éclaboussées de sang, portait toujours la couronne de fer, mais son expression était à vif, vulnérable d'une manière qui le faisait paraître presque humain. « Combien de temps? » La voix de Lee était rauque. « 2 jours, dit Credence doucement. Vous vous êtes effondré après que nous vous ayons ramené à l'intérieur. Épuisement, malnutrition, engelure. Le guérisseur a dit, vous auriez dû mourir 3 fois. Leigh a regardé ses mains. Elles étaient bandées, mais elle pouvait voir les bords de peau noircie là où le froid avait mordu le plus profondément. « Mais vous n'êtes pas morte, » continua Credence, se penchant en avant, « parce que vous êtes Holloway, et les Holloway sont trop têtus pour abandonner. » Lee a fermé ses yeux. Les souvenirs étaient plus clairs maintenant, plus nets. Elle se souvenait du rassemblement du solstice. Elle avait 19 ans. Les meutes s'étaient réunies pour célébrer la plus longue nuit, pour renouveler les traités, pour organiser les accouplements. Elle avait été nerveuse, vêtue d'une robe de soie argentée que sa mère avait passé des mois à tisser. Et puis, elle l'avait vu. Credence Holloway, le jeune roi alpha à peine 25 ans, déjà légendaire pour sa force et son adhésion aux anciennes lois. Il l'avait regardé à travers la lumière du feu, et le lien s'était allumé instantanément, indéniable, absolu. Ils avaient été accouplés cette nuit-là sous la pleine lune. Il avait placé une couronne de fleurs d'hiver sur sa tête et avait murmuré « Tu es ma reine, mon cœur, mon toujours. » 3 heures plus tard, les renégats ont attaqué. Elle se souvenait de feu, de cris, courant vers le chenil des enfants. Un coup à la tête, noirceur. Quand elle s'est réveillée, elle était enchaînée à l'arrière d'un chariot. Les renégats l'avaient vendue à Ironwood. Celes avait utilisé de la magie noire, des rites de sang interdits pour supprimer son odeur, pour rompre le lien de compagnon, pour effacer ses souvenirs. Il l'avait fait Oméga, un fantôme. Rien. « On m'a dit que j'étais sans valeur, » murmura Lee, des larmes coulant sur son visage. « Pendant 10 ans, ils m'ont dit que j'étais invisible, que je n'existais pas. » Credence a traversé la pièce en 2 enjambées. Il s'est agenouillé près du lit et a pris ses mains, les pressant contre sa poitrine. « Vous n'avez jamais été sans valeur, » dit-il farouchement. « Vous êtes Leigh Fawn Holloway. Vous êtes la reine du Nord. Vous êtes ma compagne, mon âme, mon tout. Et je suis si désolé de ne pas vous avoir trouvé plus tôt. » Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Leigh a touché son visage, traçant les cicatrices dont elle se souvenait maintenant,
gagnés dans des batailles qu'il avait menées pour protéger leur peuple. « Vous m'avez trouvé, dit-elle doucement. J'ai retrouvé mon chemin. » Le lien entre eux pulsait, chaud et doré, et incassable. Il avait été dormant pendant une décennie, enterré sous le sang, la magie et les mensonges, mais il n'était jamais mort. Crédence l'a tiré dans ses bras, faisant attention à ses blessures, et a enfoui son visage dans son cou. « Je t'aime, murmura-t-il. Je t'ai aimé chaque jour depuis qu'ils t'ont prise. Je t'aimerai jusqu'à ce que les étoiles s'éteignent. » Lee l'a serré fort, se sentant entière pour la première fois en 10 ans. Bram s'est agité, bâillant, ses yeux dorés s'ouvrant. Il les a vus ensemble et a poussé un petit jappement joyeux, se traînant sur les couvertures sur 3 pattes pour les rejoindre. Crédence rit, un son joyeux et brisé, et a ramassé le louveteau, le plaçant entre eux. « Et toi, dit Crédence à Bram, le grattant derrière les oreilles, et de la meute maintenant. Mon fils, notre fils. » Bram lui a léché le visage avec enthousiasme. Leigh a souri à travers ses larmes. « Qu'arrive-t-il à ça et là? » L'expression de Crédence s'est durcie, le roi revenant. « Justice, dit-il simplement, et vous serez celle qui la rendra. » Les jours se sont fondus les uns dans les autres. Chaque jour une bataille que Greer menait sur 2 fronts. Le jour, elle était l'Oméga. Elle frottait les sols tachés de sang de la grande salle à mains et genoux, tandis que les guerriers l'enjambent comme si elle était un meuble. Elle transportait les seaux de déchets gelés des latrines, la puanteur s'accrochant à ses vêtements, ses cheveux, sa peau. Elle servait des repas qu'elle n'avait pas le droit de manger, regardant la meute se gaver de venaison rôtie et de pain au miel, tandis que son propre estomac se tordait de faim. Stellan la regardait avec ses yeux froids et prédateurs, toujours à l'affût. Il semblait prendre un plaisir particulier à sa faiblesse grandissante. « L'Oméga semble maigre, » remarqua-t-il un soir alors que Greer trébuchait en portant un lourd chaudron de fer. Le poids était trop lourd pour son corps affamé. Il glissa de sa prise et s'écrasa au sol, renversant du ragoût sur la pierre. La salle devint silencieuse. Stellan se leva de son trône, la dominant. « Peut-être vous nourrissons-nous trop. Vous semblez incapable même de tâches de base. » Greer baissa les yeux, sa mâchoire serrée. Elle ne dit rien. Il donna un coup de pied au chaudron, le faisant claquer sur le sol. « Nettoyez-le avec vos mains. Pas de chiffon. » Elle se mit à genoux et commença à ramasser le ragoût brûlant dans la marmite avec ses mains nues. La chaleur lui brûlait les paumes, cloquant la peau, mais elle ne cria pas. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. La meute rit. Stellan retourna à son trône satisfait. Mais ce que Stellan ignorait, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que chaque nuit, quand le donjon devenait silencieux et que les feux brûlaient bas, Greer se transformait dans quelque chose d'entièrement différent. Elle devenait un fantôme. Elle se glissait par la porte latérale dans le froid glacial et effectuait la brutale ascension de la crête jusqu'à la grotte de l'homme mort. Le trajet ne devenait jamais plus facile. La neige était toujours profonde jusqu'aux cuisses. Le vent ressemblait toujours à des couteaux, mais elle y allait chaque nuit car dans cette grotte il y avait de la vie. Vie fragile, impossible. Le louveteau, Jubel avait commencé à l'appeler Ever après l'hiver impitoyable qu'il survivait, grandissait à un rythme qui défiait la nature. En 1 semaine, il avait doublé de taille. En 2 semaines, il avait la taille d'un louveteau 2 fois plus âgé. Mais ce n'était pas seulement sa croissance physique qui l'énervait et l'étonnait. C'était tout le reste. Ever se déplaçait dans la grotte avec une précision étrange, ne trébuchant jamais, ne heurtant jamais les murs malgré ses yeux voilés. Au début, Greer pensait que c'était de la chance. Puis elle a réalisé qu'il naviguait par le son. Ses oreilles pivotaient, traquant l'écho de ses pas, le crépitement du feu, même la faible goutte d'eau de glace fondante dans le coin. Il pouvait entendre son battement de cœur de l'autre bout de la grotte. Une nuit, alors qu'elle était assise à le nourrir de lanières de viande séchée, ses propres rations, la seule nourriture qu'elle avait,
Hiver a incliné la tête et l'a regardé directement, pas dans sa direction générale, mais elle, à travers elle. Ses yeux laiteux semblaient voir quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. « Tu n'es pas brisé, n'est-ce pas? » murmura Greer, passant sa main empoulée dans sa douce fourrure blanche. Hiver s'est penché sur son toucher, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait trouvé, il a émis un son. Pas un gémissement ou une plainte, mais un bourdonnement grave et résonnant qui vibrait dans sa poitrine. C'était un son de contentement, de confiance. Greer a senti des larmes lui piquer les yeux. Quand la dernière fois que quelque chose lui avait fait confiance, mais le coup de le garder en vie la dévorait. Elle donnait à Hiver plus de la moitié de sa nourriture chaque nuit, parfois tout. Son corps se cannibalisait, brûlant ses muscles, creusant ses joues. Des cernes foncées meurtrissaient la peau sous ses yeux. Ses mains tremblaient constamment. Que ce soit de faim ou d'épuisement, elle ne pouvait plus le dire. Les autres omégas, oui, il y en avait 2 autres, bien qu'ils ne soient guère mieux lotis qu'elle, l'ont remarqué. « Tu vas mourir si tu continues comme ça. » marmonna Gerara, une femme plus âgée qui était l'oméga depuis une décennie. Elle a pressé une croûte de pain dans la main de Greer un matin. « Quoi que tu fasses, ça ne vaut pas ta vie. » Greer a fixé le pain, puis Jara. Elle voulait dire que cela en valait la peine, que pour la première fois depuis des années, elle avait un but au-delà de la survie, que chaque nuit où elle gravissait cette montagne, elle retrouvait une partie d'elle-même que Stelling avait essayé de détruire. Au lieu de cela, elle a juste hoché la tête et a mangé le pain en 3 bouchées désespérées. Mais Stelling commençait à remarquer. « Tu te faufiles la nuit, » dit-il un matin, apparaissant derrière elle si soudainement qu'elle laissa tomber le seau qu'elle portait. L'eau s'est répandue sur le sol. « Où vas-tu, petite Oméga? » Le sang de Greer se glaça. Elle lui tourna le dos, son esprit s'emballant. « Les latrines, Alpha, j'ai été malade. »« Malade? » La voix de Stelling était plate, incrédule. Il tourna autour d'elle lentement comme un prédateur évaluant sa proie. « Si je découvre que tu fais quelque chose qui me déplaît, dit-il doucement, son souffle chaud sur son visage, je te ferai supplier pour la miséricorde d'une mort rapide. » Il la relâcha et elle s'effondra au sol. Cette nuit-là, Greer n'y est presque pas allé. Elle s'est assise sur sa paillasse, tremblante, sachant que Stelling suspectait quelque chose, sachant que s'il la suivait, s'il découvrait Hiver, le louveteau mourrait, et cette fois, elle mourrait avec lui. Mais alors que le donjon se taisait, elle l'entendit, un son dans son esprit. Pas une voix, pas des mots, mais un sentiment, une attraction. Hiver l'appelait. Greer s'enveloppa dans son manteau et se glissa dans la nuit. Elle ne vit pas l'ombre se détacher du mur derrière elle. Elle ne vit pas Stelling la suivre. Greer ne réalisa pas qu'elle était suivie avant d'être à mi-chemin de la crête. Le vent hurlait dans ses oreilles, couvrant tout le reste. Mais ensuite, pendant une brève accalmie, elle l'entendit. Le craquement de la neige, lourd, délibéré. Elle s'arrêta, son cœur battant la chamade. Elle tourna lentement, balayant l'obscurité derrière elle. Rien. Mais l'odeur la frappa un instant plus tard. Musc, sang et dominance. Une odeur si écrasante qu'elle lui affaissa les genoux. Stelling. La panique la saisit. Elle se mit à courir, ses jambes protestant en hurlant, ses poumons brûlants. Elle devait arriver à la grotte, devait prévenir Hiver, devait. Une main massive se referma autour de l'arrière de son cou, la soulevant de ses pieds et la projetant dans un banc de neige. L'impact lui coupa le souffle. Stelling la dominait, son visage un masque de fureur froide. « Alors, dit-il doucement, la rate s'est qu'elle a faufilé jusqu'à son petit nid. » Greer essaya de ramper, mais il posa une botte sur son dos, la clouant au sol gelé. « J'ai été patient, » continua Stelling, sa voix étrangement calme. « Je t'ai laissé vivre parce que chaque meute a besoin d'un oméga. Mais la patience a ses limites. » Il la hissa sur ses pieds par les cheveux,
la traînant sur la crête vers la grotte. Greer griffa son poignet, donna des coups de pied dans ses jambes, mais c'était comme se battre contre une montagne. Il ne broncha même pas. Quand ils atteignirent l'entrée de la grotte, Stellan la jeta à l'intérieur. Elle frappa le sol durement, son épaule percutant la pierre. La douleur explosa dans son corps. Le feu brûlait toujours, et à côté, assis calmement, se trouvait Heaver. Le loup blanc était plus grand maintenant, presque de la taille d'un juvénile. Ses yeux voilés se tournèrent vers l'entrée, vers Stellan, et il ne bougea pas, ne courut pas, ne grogna même pas. Il regarda juste. La reconnaissance apparut sur le visage de Stellan, lente et terrible, ses lèvres retroussées en un grognement. Le défaut, tu l'as laissé vivre. Il s'avança vers Haver, tout son corps rayonnant d'une intention mortelle. Tu as défié un ordre direct de ton alpha. Tu as commis trahison. Greer se précipita sur ses pieds, se plaçant entre Stellan et le louveteau. Sa voix était rauque, désespérée. Il a survécu au froid, Stellan. Il est fort, plus fort que tu ne le sais. Il est aveugle et faible, et une insulte à m'aligner. Stellan rugit. Il frappa Greer du revers de la main avec une force brutale. Elle fut projetée en arrière, sa tête se cognant contre le mur de la grotte. Du sang lui emplit la bouche. Le monde bascula, s'obscurcit. À travers le voile de douleur, elle vit Stellan avancer sur Iver. Le vit saisir le jeune loup par la nuque, le soulevant haut. Une tache aveugle sur mon héritage, cracha Stellan, levant Heaver pour le fracasser contre la pierre. Non, cria Greer, se poussant du mur, se préparant à jeter son corps brisé sur le roi Alpha. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, avant que Stellan ne puisse achever l'exécution, quelque chose changea. Iver ouvrit la gueule et le son qui en sortit n'était pas le cri d'un jeune loup. C'était un bourdonnement résonnant et profond, un son si grave et si puissant qu'il fit tomber les stalactites du plafond de la grotte. Ils vibraient dans leur poitrine, dans leur crâne, dans la moelle de leurs os. Stellan se figea, ses yeux s'écarquillèrent, puis le voile blanc sur les yeux d'Iver disparut, non pas pour révéler des pupilles, mais pour luire d'une lumière argentée interne tourbillonnante. Le louveteau n'était pas aveugle. Il n'avait jamais été aveugle. Iver regarda directement Stellan Vane et parla. La voix ne venait pas de la gueule d'Iver. Elle venait de l'intérieur de leurs esprits. Une présence vaste et ancienne, comme la glace craquant sur des eaux profondes, comme le gémissement de la terre elle-même se déplaçant sous leurs pieds. « Je te vois, Stellan, tueur de lignée. » Stellan recula comme s'il avait été frappé, laissant tomber le loup blanc. Iver atterrit légèrement sur ses pattes, d'une grâce impossible, ses yeux argentés flamboyants d'une lumière qui projetait des ombres nettes sur les murs de la grotte. Quoi? La voix de Stellan se brisa. Il trébucha en arrière, ses mains volant à ses tempes. Quelle sorcellerie est-ce là? Les yeux de chair sont faibles. La voix d'Iver tonna à travers leur conscience. Je suis né avec la vision des anciens. Je ne vois pas la surface des choses, mais la vérité en dessous. Le jeune loup commença à tourner lentement autour de Stellan, délibérément. Malgré sa taille, encore seulement à moitié adulte, sa présence emplissait la grotte, écrasante, inéluctable. Le roi Alpha, l'homme qui avait régné par la terreur et la force brute pendant une décennie, parut soudainement petit. Je vois le sang sur tes mains, Stellan Vane. Je vois le poison dans la coupe. Je vois le poignard enfoncé dans le dos de ton père pendant qu'il dormait. Non. Le visage de Stellan était devenu cendré. Non, tu mens. Tu es un défaut, une erreur. Tu as assassiné Alpha Kyle dans son propre lit, ton propre père. Tu as d'abord empoisonné son vin pour l'affaiblir, pour le rendre lent. Puis tu t'es transformé et lui as arraché la gorge. Tu as traîné son corps dans la forêt et l'as mis en scène comme une attaque de loup solitaire. Greer, toujours affalé contre le mur de la grotte, le visage ensanglanté,
regarda avec horreur. L'ancien alpha, Kyle le Juste, comme il l'avait appelé, avait été aimé. Sa mort avait dévasté la meute, et Stellan s'était tenu au-dessus du cadavre mutilé, avait pleuré des larmes convaincantes, avait juré vengeance sur le loup solitaire fantôme qui n'avait jamais existé. Tout cela n'avait été qu'un mensonge. Mensonge, rugit Stellan, mais sa voix était désespérée maintenant, paniquée. L'Oméga a ensorcelé cette créature. Elle est bête. Je vois les deux témoins que tu as réduits au silence. Mera, la compagne de ton père, qui t'a entendu revenir à ta chambre cette nuit-là, avec du sang sur tes vêtements. Tu l'as poussé de la tour nord 3 jours plus tard. Ils ont appelé cela du chagrin. C'était un meurtre. La lumière argentée dans les yeux d'Ever s'intensifia, pulsant. Et Oren, le bêta de ton père, qui a trouvé la fiole de belladone cachée dans tes quartiers. Tu l'as défié en combat singulier et l'as sué devant la meute. Ils ont appelé cela justice. C'était l'exécution du seul homme qui connaissait la vérité. Stellan tremblait maintenant, son corps massif secoué. Arrête, arrête. Mais Haver ne s'arrêta pas. Tu n'es pas un roi, tu es un usurpateur, un tueur de lignée, une créature d'ambition et de lâcheté qui a régné par les mensonges et le sang pendant 10 ans. Je suis l'alpha, hurla Stellan, sa voix se brisant. Il se transforma en son énorme forme de loup noir, une tentative désespérée de retrouver son pouvoir, de mettre fin à ce cauchemar par la force brute. Il se jeta sur Hiver, gueule grande ouverte, visant à écraser le crâne du jeune loup. Mais Haver ne bougea pas. Il regarda simplement Stellan et déchaîna quelque chose qui n'était pas une force physique, mais quelque chose de bien plus dévastateur. Une explosion psychique de mémoire pure et concentrée. Stellan s'écrasa sur le sol de la grotte comme s'il avait été frappé par la foudre. Son corps massif convulsa, ses mâchoires claquant dans le vide, ses griffes s'accrochant à la pierre. Mais il ne combattait pas un ennemi extérieur. Il se battait lui-même. Iver forçait Stellan à revivre le meurtre de son père, non pas une fois, mais encore et encore et encore, dans une boucle amplifiée sans fin. Chaque détail, le poids du poignard, le goût du vin empoisonné sur les lèvres de son père, le son que Kyle fit quand il réalisa que son propre fils le tuait, le regard dans les yeux de son père, non pas la colère, mais le chagrin. Stellan hurla, non de rage, mais d'agonie. La culpabilité qu'il avait enterrée, la honte qu'il avait étouffée sous des couches de cruauté et de domination, était traînée à la lumière et magnifiée 1000 fois. Il s'y noyait, son esprit se fracturant sous le poids de ses propres péchés. « Tu voulais enterrer la vérité » dit Hiver, sa voix plus douce maintenant, presque pitoyable. « Mais la vérité ne meurt pas. Elle attend et je suis sa voix. » Les hurlements de Stellan se transformèrent en gémissements. Le puissant loup noir se recroquevilla, tremblant violemment, piégé dans une cage de sa propre fabrication. Greer se remit sur ses pieds, ses jambes instables. Elle fixa le roi alpha brisé. Puis Hiver, cette créature impossible qu'elle avait sauvée avec rien d'autre que des restes de viande et un espoir têtu. Le loup blanc s'approcha d'elle, pressant sa tête contre sa main ensanglantée. « Mère de mon esprit, tu m'as nourri quand le monde cherchait à m'affamer. Tu as vu de la valeur là où d'autres ne voyaient qu'un défaut. Tu as tout risqué pour une vie jugée sans valeur. » Le loup blanc s'approcha d'elle, pressant sa tête contre sa main ensanglantée. Dans les anciennes coutumes, les liens forgés dans le sacrifice sont incassables. Tu es mienne et je suis tien, non par le sang, mais par choix. Des larmes coulaient sur les joues de Greer. Elle s'agenouilla, enlaçant ses bras autour du cou d'Hiver, enfouissant son visage dans sa douce fourrure blanche. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas seule. Mais le moment fut brisé alors que des voix résonnaient d'en bas, des cris, le bruit de pas. La meute avait entendu les hurlements de Stellan. Ils arrivaient. En quelques instants, l'entrée de la grotte fut remplie de guerriers. Varrak le bêta les menait.
Son épée tirée, des douzaines de membres de la meute se pressant derrière lui, crocs découverts, prêts pour la guerre. Ils s'arrêtèrent net. Leur invincible roi Alpha gisait sur le sol de la grotte, gémissant, brisé, et se tenait au-dessus de lui le rat aveugle qu'il avait ordonné de tuer, les yeux flamboyants d'un feu argenté, et l'oméga qu'il avait passé des années à détruire. L'épée de Varak s'abaissa lentement. « Quoi? Qu'est-ce que c'est? » Ever se tourna pour faire face à la meute. Il n'avait pas besoin de parler à voix haute. La lumière argentée les envahit, et soudain ils surent. Ils virent les éclairs de mémoire, sentirent les échos de vérité qu'Ever avait arrachés à l'esprit de Stellan. Ils virent le meurtre de Kyle, la chute de Mira, l'exécution d'Orin. Ils virent 10 ans de vie s'effondrer en un instant. Un son ondula à travers les loups rassemblés, des halètements, des grognements d'incrédulité, des cris d'angoisse. Certains se transformèrent involontairement, leur loup réagissant à la trahison avec une fureur primale. D'autres restèrent simplement figés, incapables de traiter ce qu'ils voyaient. Varak fixa le roi Alpha brisé, son visage un masque de choc et de rage. Il avait servi sous Stellan pendant une décennie, avait fait respecter ses lois brutales, avait cru en sa force. Tout cela avait été construit sur le sang et les mensonges. Le regard du bêta se porta sur Greer, toujours agenouillé à côté d'Hiver, sa main posée sur la tête du loup blanc. Elle le regarda en retour, épuisée, sanglanté, en peur, tourmenté, mais pas brisé. Lentement, Varak s'agenouilla dans la neige. L'acte de soumission était si inattendu, si profond que toute la meute sembla retenir son souffle. Varak, l'exécuteur brutal du règne de Stellan, s'agenouilla dans la neige devant l'Oméga et le Louveteau. « Pardonnez-nous, dit-elle, sa voix rauque d'émotion. Nous étions aveugles. » Un par un, les guerriers suivirent. Ils s'agenouillèrent, non pas devant Heaver, non pas devant un pouvoir surnaturel ou un destin. Ils s'agenouillèrent devant Greer, devant la femme qui avait reconnu la vraie force quand elle était arrivée sous la forme d'une créature rejetée et impuissante, devant la femme qui s'était affamée, avait tout risqué, avait défié un roi alpha, non pas parce qu'elle avait du pouvoir, mais parce qu'elle avait une conscience. Greer les fixa, incapable de parler. Elle avait été la plus basse des basses pendant si longtemps, battue, moquée, invisible, et maintenant, toute la meute griffe de fer s'inclinait devant elle. Une femelle plus âgée, l'une des chasseuses qui avait autrefois combattu aux côtés de Greer des années auparavant, s'avança. Ses yeux étaient humides. « Tu avais raison. Tu as toujours eu raison. La miséricorde n'est pas faiblesse. » Une autre voix, puis une autre, résonna à travers la foule. « Tu l'as sauvé. Tu as vu ce que nous ne pouvions pas. Pardonne-nous. » La voix télépathique d'Ever ondula à travers la meute rassemblée, douce mais indubitable. Elle est le vrai cœur de cette meute. Elle est ce que vous avez oublié d'être. Greer sentit le poids de leur regard, de leur déférence, et un instant elle voulut le rejeter. Elle n'avait pas fait cela pour la reconnaissance. Elle l'avait fait parce que c'était juste. Mais ensuite elle regarda Hiver, ses yeux argentés la fixant avec une confiance inébranlable, et elle comprit. Il ne s'agissait pas d'elle. Il s'agissait de ce qu'il pouvait devenir. Varak se leva et se tourna vers la forme brisée de Stellan, toujours gémissant dans la neige. « Que faisons-nous de lui? » La voix d'Hiver était froide. « Exil. Qu'il erre dans la nature sauvage qu'il a tenté d'utiliser comme bourreau. Qu'il vive avec ce qu'il a fait. » 4 guerriers s'avancèrent, hissant la forme massive de loup noir de Stellan sur ses pieds. Il ne résista pas. Il était creux, vidé, une coquille du tyran qu'il avait été. Ils le traînèrent dans la neige et la meute s'écarta pour les laisser passer. Greer descendit la montagne au lever de l'aube sur la crête, le ciel peint de nuances d'or et de rose. Elle marchait à côté d'Hiver, plus recroquevillée, plus brisée. La meute suivait derrière eux en silence,
une procession de témoins de la fin d'une ère et du début d'une autre. Quand ils atteignirent le donjon, le soleil était complètement levé. Greer Galloway, qui avait gravi la montagne pour sauver une vie avec rien d'autre que des restes de viande et sa propre chaleur têtue, revint menant une nouvelle ère pour la griffe de fer. Et le loup blanc aux yeux argentés marchait à ses côtés, prouvant que le plus grand pouvoir se cache souvent dans les choses que le monde cruel est le plus rapide à jeter. 3 lunes plus tard, le donjon griffe de fer fut transformé. La hiérarchie brutale qui avait régné par la peur et la violence fut démantelée, remplacée par quelque chose que les territoires du Nord n'avaient jamais vu, un conseil. Greer siégeait à sa tête, non pas comme une alpha au sens ancien, mais comme un guide. Varrack servait à ses côtés, sa loyauté n'étant plus enracinée dans la peur, mais dans un respect authentique, et toujours assis à la droite de Greer, se trouvait Hiver. Le loup blanc, aux yeux argentés, était devenu le devin de griffe de fer, une voix de vérité dans une meute qui avait vécu trop longtemps dans les mensonges. Il ne régnait pas, il n'en avait pas besoin, sa seule présence était un rappel de ce qu'ils avaient presque détruit et de ce qu'ils avaient choisi de devenir à la place. La meute apprit rapidement que la force prenait des formes qu'ils n'avaient jamais honorées. Les aînés étaient valorisés pour leur sagesse, non rejetés. Les blessés étaient protégés, non abandonnés. Les louveteaux nés avec des différences étaient célébrés, non condamnés. Stellan Vine ne fut jamais revu. Certains dirent qu'il erra dans les déserts gelés jusqu'à ce que le froid le réclame. D'autres murmurèrent qu'il vivait toujours, une chose brisée hantant les bords de leur territoire, trop honteux pour revenir, trop vide pour mourir. Greer ne perdit pas de temps à se poser des questions. Elle avait des choses plus importantes à faire. Un soir, alors que la neige tombait doucement devant la grande salle, une jeune mère s'approcha de Greer, les mains tremblantes. Elle portait un louveteau nouveau-né, petit, fragile, avec une patte avant tordue. « Damn, Greer », murmura la mère, des larmes coulant sur son visage. « Ils disent que vous avez sauvé celui qu'ils avaient laissé mourir. S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. » Greer regarda le minuscule louveteau, puis les yeux terrifiés de la mère. Elle se souvint d'être debout dans cette même salle, regardant Stellan tenir Hiver en l'air, le regardant condamner une vie sans hésitation. Elle sourit doucement et prit le louveteau dans ses bras. « Tu le gardes prêt, tu le nourris quand il a faim, tu le protèges quand il a peur, tu lui apprends qu'il est aimé, non pas malgré ses différences, mais en les incluant. » Elle lui rendit le louveteau. « C'est ce que tu fais. » La mère sanglota de soulagement, serrant son enfant contre sa poitrine. « Merci, merci. » Alors qu'elle s'éloignait, la voix d'Aver effleura l'esprit de Greer, chaude et fière. Le monde change un choix à la fois, un acte de miséricorde à la fois. Greer posa sa main sur sa tête, sentant la douce fourrure, la chaleur de lui. « Je pensais que la miséricorde me rendait faible. C'est ce qu'il voulait me faire croire. Stellan s'était trompé sur beaucoup de choses, mais il s'était le plus trompé sur toi. Cette nuit-là, alors que les feux brûlaient bas et que la meute s'endormait, Greer se tenait à la fenêtre de sa nouvelle chambre, non plus les quartiers de l'Oméga, mais une pièce avec chalature et lumière. Elle regarda le paysage enneigé, les étoiles flamboyantes froides et lointaines au-dessus. Elle pensa à l'ascension, à la fin, aux nuits où elle avait failli abandonner. Elle pensa à un minuscule louveteau blanc qui aurait dû mourir et ne le fit pas. Et elle comprit quelque chose de profond. Les choses que le monde vous dit être brisées sont souvent les choses dont le monde a le plus désespérément besoin. Hiver apparut à ses côtés, ses yeux argentés reflétant la lumière des étoiles. « À quoi penses-tu, mère de mon esprit? » Greer sourit. « Je pense que la chose la plus forte que j'ai jamais faite a été de refuser de croire un mensonge. Et quel était le mensonge? Que certaines vies n'ont pas d'importance. » Iver pressa sa tête contre son flanc, et ensemble ils se tinrent dans l'obscurité tranquille. Deux parias qui étaient devenus le cœur de quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur, quelque chose qui valait chaque pas glacé,
chaque nuit de faim, chaque cicatrice, parce que la miséricorde, il s'avéra, était la chose la plus dangereuse de toutes. Non pas pour les faibles, mais pour ceux qui profitent de la cruauté. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous avez déjà été celui laissé pour compte, celui jugé trop ou pas assez, celui qui a aimé ce que d'autres ont jeté, alors vous savez déjà que vous n'êtes pas brisé. Vous êtes celui qui voit ce qu'ils ne peuvent pas. Abonnez-vous parce que le monde a besoin de plus de gens qui gravissent des montagnes dans l'obscurité pour sauver les vies que d'autres ont abandonnées. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la. Certaines vérités sont trop importantes pour être tues. Ceci est pour tous ceux qui ont refusé de croire le mensonge.